L'humiliation publique était une partie majeure des châtiments corporels et capitaux pendant le Moyen Âge. Dans les petites communautés, ceux qui étaient réprimandés étaient bien connus de tous les autres, et le fait de mettre la personne accusée en vue, généralement au centre d'une ville ou d'un village, faisait partie intégrante de la punition. La participation du public était une clé du succès du jugement car elle ne faisait qu'augmenter la honte de la victime. Dans cet épisode, nous examinerons les punitions médiévales telles que les stocks, les piloris et les poteaux de flagellation. Bienvenue à la folie médiévale. Pénitence publique. Au Moyen Âge, la pénitence, le pardon et la réconciliation étaient des parties importantes de la vie médiévale. Même le roi d'Angleterre n'était pas au-dessus de la pénitence publique au Moyen Âge. Thomas à Becket a été assassiné en 1170 par 4 chevaliers du roi qui avaient mal interprété ses paroles comme souhaitant la mort de Becket. Le roi Henri II était inconsolable après l'événement et jura qu'il ferait pénitence sur la tombe de son archevêque assassiné. Arrivant à Canterbury et apercevant la cathédrale, il mit pied à terre et marcha pieds nus jusqu'au sanctuaire de Becket. Il passa toute la journée à jeûner et à prier, et resta éveillé toute la nuit pour veiller sur les reliques de saint Thomas, avant de se déshabiller et de permettre aux moines de fouetter son dos nu. Dans ce qui a été décrit comme l'un des moments les plus dramatiques du Moyen Âge, la marche à Canossa était la déférence cérémonielle d'Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain, au pape Grégoire VII. L'empereur se rendit à Canossa, en Italie, où le pape séjournait durant l'hiver de 1077. Henri et le pape étaient pris dans une lutte de pouvoir sur l'Église et le pouvoir de l'État, et le pape avait excommunié Henri. Ainsi, Henri a voyagé de l'Allemagne à travers les Alpes jusqu'au nord de l'Italie pour demander pardon au pape et le retrait de sa punition. Lorsque Henri est arrivé au château de Canossa, il a été interdit d'entrer par le pape, même s'il portait une chemise de cheveux et était pieds nus. Il a jeûné là pendant 3 jours dans la neige froide, en attendant que le pape ouvre les portes. Le 3e jour, Henri a finalement pu entrer après l'ouverture des portes. Il s'est agenouillé devant le pape Grégoire et a demandé pardon. Il a été pardonné et autorisé à retourner à l'église. Les historiens débattent pour savoir si sa marche de pénitence était un coup de génie ou une humiliation totale. Sorcellerie. Une femme qui s'est retrouvée accusée de sorcellerie a été condamnée à faire pénitence publiquement. Eleanor Cobham, duchesse de Gloucester, a été jugée en 1441 pour nécromancie et trahison. Il est apparu qu'elle avait comploté avec 2 autres, qui, disait-on, sous sa direction, avaient fabriqué une image de cire du roi Henri VI d'Angleterre. Ensuite, les 2 co-conspirateurs avaient placé l'image devant le feu, de sorte qu'à mesure qu'elle fondait, la vie du roi s'épuiserait également. Le mari d'Eleanor, le duc de Gloucester, était l'héritier du roi, et deviendrait donc monarque à la mort d'Henri, faisant d'Eleanor une reine. Le lundi 13 novembre 1441, Eleanor a été contrainte de marcher de Temple Bar à Fleet Street à Londres, portant un cierge pour l'offrir sur le grand autel de la cathédrale Saint-Paul. Elle était conduite par 2 chevaliers et habillée en noir. Le 15e, elle a marché de l'ancien cygne à l'église du Christ près d'Aldgate et a fait sa 2e offrande. Le 17, elle a marché de Queen Heath à l'église Saint-Michel de Cornhill pour sa pénitence. Pendant son expiation, elle était pieds nus et avait des parchemins fixés à sa robe qui racontaient l'histoire de son crime. C'était l'humiliation ultime au Moyen Âge. Elle a dû divorcer de son mari et a été emprisonnée à vie, la peine de mort n'étant pas obligatoire pour sorcellerie à l'époque. Après plusieurs transferts de prison, Eleanor est décédée en 1449 au château de Beaumaris au pays de Galles. Et des piloris. L'utilisation de ces stocks est mentionnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, lorsque Paul et Silas, 2 disciples de Jésus, ont été, je cite, mis en prison et ont eu les pieds attachés dans ces stocks. Au Moyen Âge, ils étaient un spectacle familier dans la plupart des communautés d'Europe. Les stocks, les piloris et les prangers étaient tous fabriqués à partir de grandes planches de bois avec des charnières avec des trous pour que le cou, les mains ou les pieds soient insérés et maintenus fermement. Les stocks avaient des planches autour des chevilles et poignets, obligeant l'accusé à être assis, les pieds retenus. Le pilori avait des planches attachées à un poteau placées autour des bras et du cou, forçant le défendeur à rester debout. Les cadres pouvaient contenir plusieurs personnes, mais généralement ils n'en contenaient qu'une seule. Le pranger était un dispositif allemand similaire au pilori et au stock.
Le mot se traduit par quelque chose qui pince très fort. La victime aurait des contraintes de jambes attachées aux chevilles et enchaînées au cou. La chaîne était volontairement trop courte pour que l'accusé soit forcé de se tenir dans une position très inconfortable, similaire à la façon dont je suis assis à mon bureau pour éditer ces vidéos. Ces punitions visaient à infliger un inconfort physique et une humiliation. Au XIIIe siècle, le roi Édouard Ier d'Angleterre a légiféré sur le pilori, aussi appelé étirer le cou, suffisamment fort pour retenir un délinquant sans l'endommager physiquement. Il n'était pas destiné à être une forme de torture. C'était la coutume que les hommes condamnés au pilori se fassent raser la tête et la barbe, partiellement ou complètement. Les femmes victimes se faisaient couper les cheveux, mais se faisaient aussi raser la tête dans les cas les plus extrêmes. Des tracts pourraient être placés dans la ville nommant le criminel et décrivant son délit. Un panneau pourrait également être accroché à un poteau à proximité ou autour du cou du malfaiteur. Les foules se rassembleraient et hurleraient des insultes à la victime impuissante, jetant tout ce qu'elle pouvait avoir sous la main. Les fruits et légumes pourris, la saleté et les excréments étaient des projectiles acceptables. Parfois, des animaux morts, comme des rats ou des chats, étaient pendus autour du cou de l'accusé, et beaucoup de personnes étaient blessées ou tuées par des spectateurs trop zélés lançant des pierres ou des briques. Et l'inconfort physique d'être ainsi contraint ne peut être sous-estimé. Le plus souvent, le défendeur ne passait que quelques heures au pilori, mais c'était beaucoup plus inconfortable dans les stocks, car la victime était courbée et incapable de bouger la tête. Bien que moins douloureux, les stocks pouvaient laisser les gens pendant des jours, voire des semaines, une exposition prolongée entraînant parfois la mort. Au début du Moyen-Âge, certains prisonniers étaient mutilés pendant leur séjour au pilori. C'était l'occasion parfaite pour le constable de fendre un nez, de couper les oreilles ou la lèvre supérieure pendant que le prisonnier était incapacité. Certains étaient punis en ayant la langue percée ou le visage marqué au fer rouge. Les récidivistes avaient souvent les oreilles clouées au pilori. Pour s'échapper après la peine, ils devaient soit s'éloigner en déchirant leurs oreilles, soit les faire couper au préalable. Fouettement. Les anglo-saxons avaient l'habitude de fouetter les prisonniers avec un fouet. On croyait que le châtiment corporel consistant à battre un prisonnier sur le dos, les cuisses et les fesses, bien que douloureux, ne causait pas de dommages importants. Selon le pays en question, le fouet était infligé avec une variété d'outils tels que la ceinture, le fouet métallique, le fouet en corde, les branches d'arbres ou les cannes en bambou. Le but de la flagellation était d'humilier publiquement, bien qu'elle puisse être utilisée en prélude à une exécution. L'historien anglais William de Malmesbury a relaté une histoire du roi Aethelred le Mâle préparée quand il était enfant au 8e siècle. Aethelred avait mis sa mère en colère. N'ayant pas de fouet, elle a pris des bougies et l'a battu sans merci avec celle-ci. La première règle du manuel de parentalité: si vous ne pouvez pas trouver un fouet pour les flageller, battez-les avec l'objet le plus proche que vous pouvez trouver. Aethelred craignait tellement les bougies qu'il n'a plus jamais permis qu'on en allume une seule en sa présence pour le restant de ses jours. On dit que le knout était une invention tatare ou turque qui a été adoptée par les Russes au XVe siècle par le grand-duc Ivan III, bien que l'origine du mot knout puisse être retracée jusqu'aux Vikings. Il existait différents types de knouts russes. L'un avait un long manche en bois et était en cuir. Mesurant environ 40 cm de long, il avait un anneau métallique à l'extrémité. Un second fouet, également attaché à l'anneau, se terminait par un crochet en cuir dur. Ce type, connu sous le nom de Grand Knout, avait une poignée plus longue avec une bande de cuir plus plate d'environ 48 pouces, ou 120 cm fixée. L'objet se terminait par un anneau avec une bande de peau attachée et une pointe durcie par trempage dans du lait et séchage au soleil. Un autre avait de multiples lacets tressés entrelacés de fils de fer. Ils étaient tous destinés à lacérer la peau et à causer autant de douleur que possible. Les fouets avec de petits morceaux de métal ou d'os à l'extrémité étaient courants. Ces dispositifs pouvaient aisément défigurer ou tuer la victime. Le nombre de coups de fouet donnés dans le dos d'un prisonnier en guise de châtiment serait prédéfini selon la condamnation. Dépouillé jusqu'à la taille et lié ou enchaîné à un arbre ou un poteau de flagellation, juste 100 ou 120 coups de fouet pouvaient entraîner la mort, car des morceaux de chair seraient arrachés du corps et la victime mourrait d'une perte de sang. L'utilisation de fouets comme le grand museau pourrait entraîner la perte d'un œil, voire une fatalité à partir de seulement 20 coups, la mort étant souvent attribuée à la rupture de la colonne vertébrale. Certains piloris et poteaux de flagellation étaient souvent combinés pendant le Moyen-Âge, de sorte qu'ils pouvaient contenir plusieurs réprouvés en même temps. L'un de ces dispositifs était situé sur le marché près de la mairie de Wallingford, Berkshire, Angleterre.
Il pouvait contenir 4 prisonniers, 2 dans les stocks, 1 au poteau de flagellation et 1 au pilori. Malgré le retrait du poteau de flagellation et du pilori en 1830, les stocks sont restés quelques années supplémentaires pour accueillir les ivrognes nécessitant une réprimande. Avoir le droit de tenir un marché était particulièrement important pour les communautés médiévales. Si une ville ou un village négligeait d'avoir un pilori à la vue et prêt à l'emploi immédiat, alors les autorités locales pouvaient refuser leur droit à un marché. Les seigneurs de manoir avaient droit à un pilori, des chaises de torture et des potences. Au XIVe siècle, pendant le règne d'Édouard III Thomas de Chaworth, a obtenu la liberté de chasser le gibier dans les forêts du roi, ainsi que le privilège d'un étal de cuisine, d'un pilori et d'une potence à Alfreton dans le Derbyshire. Entre le XIVe et le XVe siècle, les peines tendaient à être moins cruelles, bien qu'il y ait encore des sanctions sévères pour les crimes les plus graves. Les violeurs pouvaient être castrés, aveuglés ou pendus avec les voleurs. Et il y avait toujours les peines les plus sévères pour la trahison, comme les décapitations, les brûlures et le démembrement. Mais en ce qui concerne les soi-disant petits crimes, il y avait maintenant un effort pour se diriger vers une punition plus clémente, mais humiliante, comme les stocks et les piloris, dans l'espoir qu'une honte publique aiderait à contrôler les ivrognes, les vagabonds et autres réprouvés. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, on publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Santé!